Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très heureux d'être présents parmi vous et que vous soyez si nombreux pour assister à cette conférence consacrée à l'IA, comment dépasser la fiction et comment est-ce que l'IA peut vraiment être une solution. Comment est-ce qu'on surmonte nos craintes, nos peurs pour pouvoir mettre une IA désirable. Et j'aimerais juste commencer cette table ronde par une petite anecdote parce que si vous voyez un peu ce chapiteau, il a existé au cours de l'été, partout aux États-Unis et un peu en Europe, le même type de chapiteau de diplomation où des patrons de la tech sont intervenus pour remettre les diplômes et à chaque fois sifflés par les étudiants à chaque fois qu'ils utilisaient le terme IA. Il existe à tel point un mouvement de crainte qu'un grand chercheur qui s'appelle Lou Brano vient d'écrire un livre sur Stop the Machines, dénonçant la montée même d'un mouvement anti-tech très très profond. Autre chiffre saisissant, lors de la dernière enquête d'Ipsos sur la diffusion de l'IA, on s'aperçoit que 2/3, donc ça concerne 22 pays, 2/3 des citoyens ont utilisé une IA au moins une fois au cours de l'année. Ça a été multiplié par 4 en 2 ans. Et c'est là où est tout le paradoxe, c'est qu'au fur et à mesure que les citoyens l'utilisent, eux-mêmes le disent, ceux qui l'utilisent le plus, en fait, ça génère beaucoup plus d'espoir et de promesses dans leur vie quotidienne. Donc comment résoudre ce paradoxe? Comment essayer de dépasser nos craintes? Comment ne pas rester juste sur la question pourquoi l'IA, mais comment mettre en place une IA désirable demain? L'IA est déjà là, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos démocraties. Donc pour pouvoir répondre à cette désirabilité, à ce chemin, on a la chance d'avoir un plateau exceptionnel qui vont vous parler de la façon dont l'IA peut améliorer la productivité tout en améliorant la cohésion sociale. Comment est-ce qu'on peut avoir un chemin européen de l'IA? Comment est-ce que l'IA, malgré les menaces qu'elle fait peser potentiellement sur la démocratie, peut être une solution? Et on ne pouvait rêver mieux d'avoir des grands représentants aussi bien du secteur public que du secteur privé pour répondre à ces questions. Et nous allons vous les introduire dès maintenant. Merci beaucoup Yann. Mesdames, Messieurs, bonjour. Olivier Biscay, directeur de la rédaction de La Provence. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde. En effet, 5 invités. Clara Chapaz, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous êtes ambassadrice pour le numérique et l'intelligence artificielle. Vous avez été longtemps secrétaire d'État et en charge évidemment de ces sujets. À vos côtés, Valerio Tilda, merci d'être avec nous, vice-président d'Univers. Vous portez une plateforme qui permet à des entreprises de résoudre des problématiques liées à la gestion de l'énergie à l'aide d'analyses basées sur la data et de technologies IA. Vous y reviendrez évidemment dans un instant. Arnaud Gangloff, vous êtes le président de KEA, merci d'être avec nous également. Vous accompagnez évidemment de nombreuses entreprises dans la stratégie, la transformation de leur modèle. Vous nous direz exactement tout à l'heure quel est votre regard sur l'intelligence artificielle. Et puis François Robinet, en charge d'AVP, vous êtes le fondateur et managing partner d'AVP. Merci d'être avec nous, une plateforme d'investissement international qui investit dans des sociétés technologiques à forte croissance en Europe et en Amérique du Nord. Et puis Barbara Sessa, merci d'être à nos côtés aujourd'hui, PDG de Mastercard. Vous clôturez ce premier tour de table puisque vous avez chacun entre 3 et 4 minutes. Allez, 4 minutes, parce que c'est le premier jour des rencontres ici économiques d'Aix, pour poser une problématique, poser votre regard sur cette question de l'intelligence artificielle, de la souveraineté de l'entreprise. Et puis on débattra ensemble de cette question-là avant de laisser la parole au public pour de nombreuses questions. Clara Chapaz, c'est à vous. Merci. C'est très dur ce que vous me faites parce que je pensais qu'on avait un timer et il n'a pas l'air de démarrer. Donc peut-être je vais devoir dépasser le temps, mais ça ne sera pas volontaire. Vous me ferez des grands gestes. Faites-nous confiance, chère Clara Chapaz. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je crois, nous touche tous au cœur de notre quotidien, de nos interrogations. Vous avez très bien introduit le sujet d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, de la fiction à la transformation. Je crois que c'était ça le titre. Déjà, je voudrais commencer par, je crois que aussi le thème de cette conférence, c'est le progrès. Donc par cette notion de progrès, parce que oui, on a d'un côté
une transformation qui touche absolument à tout. La recherche scientifique, la personnalisation de l'éducation, la façon dont on s'informe, le progrès dans la médecine. Je pense qu'on n'est plus aujourd'hui dans la fiction du tout. On voit très bien de façon très concrète comment nos médecins peuvent gagner du temps, comment nos scientifiques peuvent trouver des traitements contre les cancers qui trouvaient parfois en plusieurs décennies, en un temps bien plus réduit. Et en même temps, on a cette appréhension. Et cette appréhension, elle est bien normale parce qu'elle est le résultat d'une révolution industrielle peut-être sans précédent, à la fois dans le fait qu'elle touche à tous ces domaines et dans la rapidité avec laquelle on prend cette révolution, nous, humains. Il a fallu 20 ans pour qu'un Français sur 2 ait un ordinateur portable à la maison. Il a fallu même pas 2 ans pour que les chiffres que vous avez rappelés, la plupart des Français utilisent l'intelligence artificielle au quotidien. 20 ans, 2 ans. Le rythme de cette transformation, forcément, crée un certain nombre d'inquiétudes. Mais derrière cette notion de progrès et derrière cette inquiétude, je crois que dans mon rôle d'ambassadrice, moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve le plus fascinant aujourd'hui, c'est la notion de maîtrise du progrès. Puisque la plus grande des transformations auxquelles on assiste, à mon sens, c'est même pas tant le potentiel de l'IA lui-même, mais c'est le fait que peut-être pour la première fois, à l'échelle mondiale, on prend conscience que le numérique n'est pas un sujet technique, un sujet de tuyauterie qui est relégué aux experts techniques dans l'entreprise, dans l'administration, et j'ai beaucoup d'amitié pour toutes les personnes qui sont ici et qui nous écoutent, mais c'est un sujet éminemment stratégique, géopolitique, c'est un sujet de puissance. Pour la première fois, on prend conscience que lorsqu'on a une technologie qui justement fait tourner nos hôpitaux, nos écoles, l'accès à l'information, et qu'on est dans un monde fragmenté, incertain, c'est aussi le thème d'aujourd'hui. On peut avoir des puissances qui, du jour au lendemain, disent qu'ils ne veulent plus donner l'accès à cette technologie. Alors, ça pose la question de non seulement comment est-ce qu'on coopère à l'échelle internationale pour pouvoir faire en sorte qu'on maîtrise cette technologie vers le progrès, mais aussi, et avant tout, comment on se dote de nos propres capacités. Parce que dans un monde fragmenté, pour être respecté, pour guider ce progrès là où on veut, le plus efficace, c'est quand même, et tout de même, et avant toute chose, d'avoir nos propres outils. Et cette notion de souveraineté numérique, je crois qu'elle n'a jamais été aussi palpable et elle est fondamentale dans le sujet qui nous inquiète et qui nous inspire aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, Clara Chapaz. On reviendra évidemment avec vous dans un instant à l'occasion de notre débat sur l'ensemble de ces sujets. Valérie, je vous laisse à présent la parole. Pareil, vous avez 3-4 minutes pour exposer vos arguments, vos idées avant qu'on débatte. Merci Olivier. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Je vous parlerai de l'IA physique. On parle de la préfiction. Quand on parle du monde physique, on parle des choses plus concrètes et de comment l'IA s'applique dans ce monde-là. J'ai le plaisir d'y diriger Universe, une entreprise globale d'IA physique qui vient du monde de l'énergie. Dans cette plateforme, aujourd'hui, on monitore, on contrôle et on orchestre environ un peu plus d'un térawatt de puissance installée dans les énergies renouvelables au monde. Ça fait environ 20% de l'énergie renouvelable installée au monde. Et à partir de cette IA appliquée au monde de l'énergie, on l'a diffusée à d'autres environnements comme la logistique, le manufacturing, les data centers, pour parler de souveraineté, et les infrastructures comme les hôpitaux, les hôtels, là où l'électrification des usages, à partir de la clim, beaucoup ont discuté en ces jours, fait partie des assets qui peuvent être optimisés avec l'IA. Pour parler de la préfiction, je préparais 3 exemples concrets pour rendre ça très pratique et visible, le plus tangible possible pour vous. Les premiers, c'est dans le monde de l'énergie. Face à ces enjeux de souveraineté, l'IA a besoin d'énergie. La souveraineté énergétique, c'est le premier degré de souveraineté numérique, parce que pour avoir de l'IA, on a besoin d'énergie pour faire tourner les data centers. Pendant longtemps, dans le monde de l'énergie, on a piloté la génération d'énergie. La consommation avait son comportement et on réglait la puissance générée. Et bien aujourd'hui, cela n'est plus suffisant. Du fait d'avoir beaucoup plus de demandes d'énergie de l'électrification
et beaucoup plus d'énergie, de sources d'énergie renouvelables qui sont moins prédictibles, on a besoin de piloter la demande. Piloter la demande se fait par de l'agrégation, qui veut dire en fait agréger beaucoup de réfrigérateurs, de conditionnateurs, de radiateurs dans vos maisons et évidemment dans les bâtiments publics et industriels pour pouvoir régler en dynamique dans la mesure du possible leurs demandes et de cette façon optimiser la demande et la fourniture d'énergie. Ça, c'est fondamental dans des systèmes énergétiques comme celui de la France et de tous les pays européens pour pouvoir continuer à opérer et à ne pas surinvestir en infrastructure. Et bien, cela nécessite de l'IA physique. Avec notre plateforme, on accompagne les agrégateurs, ça c'est un format de domaine public comme Voltalis, une scale-up française qui maintenant va s'élargir à l'étranger. Et on intègre cette dizaine de milliers d'assets physiques sous la plateforme pour pouvoir les piloter à la minute près. Et c'est là où il faut prendre des décisions très rapidement et très diffuses. Et c'est là que l'IA est indispensable parce que cette optimisation ne peut faire qu'en dynamique, qu'avec de l'IA reliée en temps réel à l'asset physique. Toujours de manière maîtrisée et contrôlée. Un autre exemple, c'est dans la logistique. On parle beaucoup de renouvellement des flottes de camions, des vannes qui nous livrent les courses dans les villes françaises. Et bien c'est là, en fait, ce n'est pas une problématique d'échanger le camion de camion diesel en camion électrique. Ce n'est pas du tout la contrainte. Aujourd'hui, les business cases tournent pour ce type d'application. La contrainte, c'est les dépôts. Quand tous les camions, en fin de journée, à 17-18 heures, rentrent et ils se reconnectent pour être refournis en énergie, et ben, dans beaucoup de pays européens, il n'y a pas suffisamment d'énergie, d'électricité dans les réseaux pour pouvoir les faire. Donc, cela empêche un usage d'électrification. C'est là où, avec une plateforme et une compétence IA physique comme celle dont je vous parle, on est capable d'installer dans ces dépôts des panneaux solaires, des batteries pour collecter l'énergie la journée, la stocker, la livrer au camion le soir. Sans ce type d'optimisation de cet écosystème au niveau des entrepôts, on ne pourrait pas tourner en électrique. Et dernier exemple, c'est celui des data centers. On n'a pas le timer, donc en tant qu'Italien, je peux continuer. Non, vous avez une petite minute en réalité. Et dans les data centers, en fait, la logique est la même. On en parle, on veut que la France et que d'autres pays en Europe soient souverains dans cela. Et ben, cet enjeu d'équilibre énergétique est toujours là. Donc, équiper des data centers avec des sources d'énergie renouvelables, pouvoir piloter la demande, l'allocation de toutes les demandes qu'on fait sur ChatGPT entre différents data centers, ça permet d'optimiser cette demande. Ça permet d'optimiser aussi la fourniture d'énergie renouvelable à ces data centers, ce qui permettra à l'Europe de devenir de plus en plus souveraine sans faire peser cette demande d'électricité sur l'industrie et sur les individus comme nous qu'on consomme à la maison et faire monter les tarifs pour le reste des usagers. Je m'arrête. Merci. Merci beaucoup, vous êtes dans les temps. Arnaud Gangloff, c'est à vous, président de CARE. Oui, bonjour, merci Olivier. Je voudrais reprendre l'anecdote de Yann de tout à l'heure. En fait, une des grandes victimes de ce bashing, ça a été Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, dont caractéristique, il a été hué, accessoirement, c'était filmé, ça a fait le tour des réseaux. Et je pense qu'il faut avoir en tête que ça n'a rien d'anecdotique, ce qui s'est passé. Il y a aujourd'hui plus d'un Français sur deux qui voit l'IA comme une menace. Et puis on pourrait se dire c'est français, pas du tout en fait. 44% des jeunes salariés américains reconnaissent avoir saboté des initiatives de déploiement IA dans leurs entreprises. Et donc qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils sont en train de nous dire qu'ils ne veulent pas subir. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. On ne fera pas la révolution de l'IA telle qu'on la propose sans la jeunesse et plus généralement sans les salariés. Et la vision que de l'entreprise un peu augmentée telle qu'on nous la propose, très centrée sur l'automatisation et du productivisme, la réalité c'est que personne n'en veut, ni vous, ni moi. Je pense qu'il faut avoir en tête que personne n'en veut. Voilà, et on n'est pas obligé de subir cette réalité-là, n'en déplaise au big tech. Je pense qu'on peut trouver une vision positive de cette IA, je vais y revenir, mais on n'est pas obligé de la subir, et c'est les choix qu'on va faire aujourd'hui qui vont nous permettre de s'engager dans ce futur. Moi, je reviens quand même sur le fait que la DGSE n'était pas obligée de quitter Palantir. Je pense que Nicolas Dufour et BPI n'étaient pas obligés de s'affranchir d'Anthropic. Ils ont fait le choix de partir chez Mistral.
Voilà, je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a des gens qui font des choix aujourd'hui qui nous vont permettre de prendre et de maîtriser le futur dont on a envie. Vous dites qu'il y a deux optimismes. Comment on fait pour le mettre en place? Alors ces deux optimismes, oui, on dit souvent il y a un optimisme de chemin et un optimisme de but. L'optimisme de but, c'est on va y arriver, puis l'optimisme de chemin, en plus, ça va être facile. Et puis il y a une réalité que les sociologues mettent en avant, c'est que les Français, on est souvent des pessimistes de but. Donc on est convaincu qu'on va se planter, que ça n'a pas marché, mais dans l'intervalle, on aura appris des tas de choses, voire on se sera bien amusé. Moi, je pense que ce qui est absolument essentiel, c'est de revenir sur un optimisme de but. Je pense qu'on va y arriver, d'accord. Par contre, certainement un pessimisme, ou en tout cas un réalisme de chemin. Je pense que la réalité va être un peu compliquée. Et donc, c'est en pensant l'entreprise que l'on souhaite et en ayant l'engagement nécessaire pour conduire les transformations nécessaires qu'on va pouvoir y arriver. Mais ça amène à un truc un peu compliqué, un peu dérangeant, une vérité un peu inconfortable à mon avis, c'est que la plupart des entreprises qui aujourd'hui déploient de l'IA le font sur des organisations qui dysfonctionnent. Elles veulent optimiser des processus qui sont aujourd'hui généralement mal conçus, en tout cas pas pensés pour la tech, avec des datas qui ne sont pas fiables, avec des organisations qui restent extrêmement silotées si on donne à l'IA une certaine vertu de transversalité. Et donc l'IA, elle ne résout absolument pas ça, elle amplifie ces problèmes-là. Voilà. Et donc moi, si j'avais un conseil à donner aux dirigeants, que cette réalité amène à une forme de désengagement des collaborateurs, si j'avais un conseil à donner à ces dirigeants, c'est est-ce qu'ils savent exactement comment le travail se fait dans leur entreprise? Est-ce qu'ils savent où la valeur ajoutée est réellement produite d'un point de vue opérationnel? Et est-ce qu'ils sont assurés qu'ils ont des collaborateurs qui perçoivent le bénéfice associé et ont envie de s'engager à leur côté dans le mouvement qu'on est en train d'engager? Voilà, je crois que, pour conclure, si on veut s'affranchir un tout petit peu de cette vision des plateformes américaines qu'on veut bien nous donner, le premier, c'est que l'enjeu, Clara le disait tout à l'heure, de l'IA n'a plus rien de technologique. Il est profondément organisationnel, profondément humain, profondément transformationnel. Voilà, et on ne fera rien sans les salariés de ce point de vue-là. Et le deuxième point, en tant qu'entreprise à mission et optimiste de combat, c'est qu'il y a une économie souhaitable qu'on peut imaginer avec l'IA. Ça existe. Le seul sujet, c'est qu'il faut s'en occuper et inventer le modèle qui va avec. Merci Arnaud Gangloff. On reviendra évidemment sur tous ces éléments dans un instant. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. François Robinet, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'IA, chez AVP, on le voit, donc on investit dans des sociétés technologiques, petites ou grandes, à différents moments de leur vie, aux États-Unis et en Europe. Et donc on voit l'IA de deux perspectives, du point de vue des sociétés dans lesquelles on investit, qui sont des acteurs de l'IA, et du point de vue des investisseurs dans nos fonds, qui sont pour certains des grandes entreprises, qui ont elles-mêmes des sujets de transformation et qui sont des utilisateurs de l'IA. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est l'écart quelque part entre le wow moment, quelque part, le moment de découverte quand on a tous vu ChatGPT et ce qui s'est passé, et puis les promesses qui s'en sont suivies, et ce qu'on voit dans nos vies quotidiennes, dans nos vies personnelles, dans nos sociétés, dans nos sociétés avec un grand S, et dans nos entreprises. Et cet écart qu'il y a entre la promesse et la réalité, c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et le timing, et à quel moment la réalité va rejoindre les promesses. En fait, on est dans une situation qu'on connaît assez bien dans l'innovation, qui est le fait qu'on conjointement, les marchés, les investisseurs, les utilisateurs, on a tendance à sous-estimer les impacts de court terme, et je recommence. On a tendance à surestimer les impacts de court terme et sous-estimer les impacts de long terme. On sous-estime ce qui va se passer dans les 6 prochains mois et on sous-estime massivement ce qui peut se passer dans les 10 prochaines années. Et on a une étude de cas qui nous renseigne pas mal sur l'IA, à quelques différences près sur lesquelles je reviendrai, qui est la dernière grande innovation transformationnelle qui s'est passée le siècle dernier, qui est l'arrivée d'Internet, qui a eu un impact, on peut le dire, sur les sociétés, les entreprises et nos vies, relativement massive. Internet arrive au milieu des années 90, sort des laboratoires, arrive dans le domaine public, et il y a cet effet waouh. On va faire plein de choses. On va faire du commerce en ligne, on va faire des transactions en ligne, on va faire de la santé en ligne.
Et ces promesses, elles sont deuxième partie des années 90. Et puis du coup, on investit beaucoup, les valorisations s'envolent, c'est la bulle des années 2000 qui éclate ensuite. Et pourtant, mais plus tard, un peu plus tard, on fait du commerce en ligne, Amazon commence à vendre des livres, puis à vendre tout, on fait des transactions en ligne, on fait de la banque en ligne, on fait plein de choses en ligne. Et puis ensuite, il y a ce qu'on n'avait pas imaginé à l'époque, il y a l'Internet mobile, il y a le moment iPhone. Et donc, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait estimé à l'époque. Je pense que cette expérience, ça nous renseigne beaucoup sur ce qui va se passer sur le timing, avec évidemment un bémol. Les frictions qu'on voit aujourd'hui sur l'adoption de l'AI, c'est à peu près les mêmes frictions qu'il y avait eu à l'époque. Je ne vais pas les développer parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais ces frictions, c'est des business models qui sont encore instables. On ne sait pas combien de temps le modèle X ou Y va être valable. Je ne parle pas de l'intervention de Trump pour les retirer. Je parle de la décision des entreprises de passer d'un modèle à l'autre sans prévenir. De combien tout ça coûte. On a tous en tête les entreprises, notamment américaines, qui ont cramé leur budget en quelques mois et donc ont dû couper leur licence. Donc, instabilité des business models qui empêchent des investissements avec assez de prédictabilité. La deuxième chose, c'est que les entreprises ne savent pas toujours comment s'en sortir et quoi faire avec l'IA. Ils sont d'accord pour investir, mais ne savent pas toujours très bien comment le faire. Il y a une étude, je crois, du MIT qui est sortie récemment qui dit que moins de 10% des budgets alloués à l'AI produisent du vrai ROI, de la vraie rentabilité. Et la troisième barrière, c'est ce que disait Yann, c'est les barrières non technologiques, certaines irrationnelles, les peurs irrationnelles, mais certaines très rationnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune avocat ou un jeune développeur, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement enthousiaste à passer de la fiction à l'implémentation. Il y a deux différences avec Internet, et j'en terminerai là. La première, c'est que les montants alloués sont beaucoup plus importants, 500 et quelques milliards l'année dernière, plus cette année. On peut penser que tout cet argent, ça va produire ses fruits plus rapidement, avoir un impact plus rapide. Donc, la surestimation du court terme, la sous-estimation du long terme, ça va être du plus court terme, je dirais, alors qu'Internet, c'était du court-moyen terme. Puis la deuxième chose, c'est aussi ce qu'a dit Clara, c'est que l'adoption, elle est déjà là. Et elle est là parce que pour faire de l'IA, on a tout ce qu'il faut. On a les ordinateurs, on a les iPhones, les entreprises ont les réseaux, alors qu'Internet, pour utiliser Internet, il fallait commencer par acheter un ordinateur. Ça a mis beaucoup de temps pour équiper les foyers avec ce qu'il fallait pour que les entreprises aient les réseaux appropriés. Aujourd'hui, les besoins d'investissement, ils ne sont pas chez les utilisateurs, ils sont chez les diffuseurs, ils sont massifs, mais ils sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus court terme. Donc l'adoption, les 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT en 2 mois et demi, on n'avait pas vu ça sur Internet, ce qui veut dire que cette sous-estimation de court terme, elle va être plus court terme. Je suis désolé. Merci beaucoup. C'est pour tenir le temps et puis surtout permettre qu'il y ait ce débat entre vous cinq et qu'on puisse passer la parole au public. Barbara Cessa, PDG de Mastercard France. Vous allez terminer ce tour de table sans pression aucune. 4 minutes, vous aussi. Je vais reprendre un peu tout ce qui a été dit jusqu'à là, le mettre dans un frulateur et vous le ressortir. Alors, le premier concept sur lequel je suis d'accord, chaque fois qu'on voit une transformation technologique, en fait, cette nouvelle technologie arrive avec des grandes promesses, mais aussi des questions, des doutes et parfois de peur. Personnellement, j'ai accompagné beaucoup de transformations, le lancement de l'euro, les premiers banques en ligne, l'essor du commerce numérique et le passage à l'échelle du sans contact. Et chaque fois, on a eu les mêmes questions. La première fois, j'imagine que parmi vous, et nous tous sommes des consommateurs, donc Mastercard a 3,5 milliards de cartes dans le monde. Donc, chaque fois que vous avez mis la première fois votre numéro de carte en ligne, j'imagine que vous êtes posé la question, puis-je faire confiance à cette technologie? Et c'est tout ça le sujet aujourd'hui, puis-je faire confiance à l'IA? Parce qu'aucune transformation technologique arrive à faire une transformation économique
parce que la technologie elle est puissante. On l'a vu dans le passé, on a eu des technologies puissantes et pourtant avec une transformation. La vraie transformation, c'est quand les hommes et les femmes font confiance à la technologie. Et donc, on passe d'un j'imagine un futur à j'utilise la technologie. Et donc, je fais confiance à ces outils-là. Et nous, chez Mastercard, on travaille sous cette confiance. On est un réseau international de paiement et le réseau a un seul objectif, mettre de la confiance, parce que vous imaginez 3,5 milliards de consommateurs, 200 millions de commerçants, des banques, des gouvernements qui ne se connaissent pas et qui, à un but de moment, se dire tiens, je veux faire confiance à l'autre et je vais faire passer des transactions. C'est ça notre métier. Et donc, on le connaît très bien, le concept de la confiance, et comment on va mettre cette confiance, comment on va construire cette sécurité. On l'a fait auparavant avec des nouvelles technologies comme la tokenisation des paiements. Et donc, notre travail, c'est un travail d'écosystème. On va le faire avec tout l'écosystème. On va créer une IA dans laquelle on peut avoir de la confiance. Une IA qui soit forte aussi pour une région comme l'Europe, parce qu'en fait, notre objectif, nous sommes ici depuis 60 ans en France, 9000 employés en Europe. En fait, on a un seul objectif, cette résilience d'un système de paiement. Et si aujourd'hui vous pensez à l'adoption, c'est vrai, on a des chiffres. 45% de consommateurs Black Friday et Cyber Monday ont fait leur recherche déjà sur un outil d'IA. Donc, sont passés d'un moteur de recherche traditionnel, 45% dans 5 pays européens, ils ont déjà fait ce passage. Le passage que nous voyons arriver d'un point de vue de paiement, c'est le commerce agentique. Je ne sais pas combien de vous ont entendu parler du commerce agentique, mais c'est quoi le commerce agentique? C'est un agent qui va prendre en charge un paiement et donc c'est un consommateur qui va déléguer l'acte de paiement. Déjà, l'agent va chercher un produit. Je veux un vélo pour mon enfant de 4 ans qui va fêter son anniversaire. L'agent va faire une recherche et l'agent va prendre la délégation de paiement. Donc, on va vérifier l'identité du consommateur, comme on le fait aujourd'hui, l'identité dans chaque transaction de paiement, et on ajoute une couche supplémentaire qui est la vérification de l'intention d'achat. Donc, vous voyez, on est en train de construire tout ce nouveau système, beaucoup de standards de marché qui vont servir justement à favoriser l'utilisation de ce modèle qui doit être profondément éthique, et on y tient beaucoup. On était parmi les premiers signataires de l'European Act sur l'intelligence artificielle, donc on sait très bien combien l'éthique est important et comme ces outils-là doivent être utilisés pour le bien du consommateur. Merci beaucoup, Barbara, c'est ça. On va passer à présent à quelques éléments de débat. Vous avez évoqué un terme, et c'était le fil conducteur de votre intervention, la question de l'éthique, de la confiance. Clara Chapa, je voudrais que vous reveniez sur ce point, s'il vous plaît, avant qu'on évoque aussi des sujets d'entreprise avec nos différents intervenants. Au-delà de l'argument, au-delà de l'élément de langage, au-delà du grand thème de la confiance, comment vous pouvez nous l'assurer? Ouais, en fait, concrètement. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'intervention, et c'est super qu'on puisse être sur la même table ronde, je pense, parce que ça va ouvrir un peu les perspectives, c'est que pendant la révolution technologique précédente, vous avez parlé d'Internet, la question de confiance, d'adoption de la technologie, c'était le faut faire. Faut que les outils soient performants, qu'ils fonctionnent. On veut qu'ils fassent A, on a un outil qui fait A. Ce qui est plus complexe aujourd'hui et ce qui rend du coup la position de Mastercard particulièrement intéressante sur cette table ronde, c'est que derrière la question de confiance, et là je crois que c'est le rôle des États, il y a la question de puissance. Puisque on n'est plus dans un monde où il suffit simplement de faire confiance à d'autres, c'est-à-dire le monde que l'on connaît aujourd'hui, où plus de 90% des paiements européens dépendent d'infrastructures américaines, où le cloud, 80% du marché du cloud dépend d'entreprises américaines, et j'en passe, on peut continuer comme ça sur toutes les révolutions technologiques précédentes. Mais que si on veut véritablement rétablir la confiance, alors il faut aussi véritablement rétablir la puissance. Et ça veut dire qu'au-delà de toutes ces règles que respectent les entreprises venues d'ailleurs, il y a aussi la question, et je crois que c'est là où l'action publique est absolument fondamentale, de dire comment est-ce que pour faire confiance, on fait nous-mêmes, on crée nos propres solutions et ne crée pas simplement la confiance en utilisant les solutions ailleurs, mais en utilisant nos propres solutions. Et dans cette question-là,
Et là, je reviens, j'ai beaucoup aimé le pessimisme de but. Il y a toutes les politiques publiques qu'on peut mettre en place, toute l'action diplomatique qu'on met en place pour travailler non pas seulement la souveraineté, c'est pas travailler juste les Français pour nous-mêmes et faire toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle en tant que Français, c'est pas ça du tout. C'est simplement faire avec nos partenaires et nous donner le choix de faire, décider pour nous-mêmes quelles sont les dépendances qu'on accepte, quelles sont les dépendances qu'on n'accepte pas et comment on construit ensemble pour faire de la technologie plus diverse et plus résiliente. Mais du coup, est-ce que la France est armée? C'est la bonne question, pessimisme de but. Dans cette question-là, je crois, c'est peut-être le plus dur à changer. Il y a la question de la culture. Je ne pense pas qu'il y a... on parlait des États-Unis. Aux États-Unis, beaucoup d'entrepreneurs qui se réveillent le matin en se disant « Est-ce qu'on sait faire ?» Pessimisme de but. Et là, c'est peut-être là où il faut confiance. Prendre beaucoup plus confiance en nous-mêmes pour justement rétablir cette confiance des citoyens dans notre capacité à faire pour nous-mêmes, puisque c'est la Coupe du Monde de foot. Je crois que l'équipe de France nous montre à quel point ils sont talentueux et à quel point aujourd'hui on est extrêmement fiers d'eux. Si on les regarde en se disant est-ce qu'ils vont aller au bout ? Bon, a priori, on espère qu'ils ne se posent pas cette question, sinon ils risquent de ne pas y aller. C'est un peu pareil pour l'entrepreneuriat. Comment est-ce que on se réveille beaucoup plus optimiste en se disant, optimiste de but, que oui, on a tout, on a les talents, on a l'énergie qui nous permet d'attirer les 75 milliards d'euros de SoftBank pendant Choose France il y a quelques semaines, parce que nous avons l'énergie nucléaire décarbonée stable qui nous permet de construire ces outils de puissance, et on a un écosystème d'entreprises incroyable qui aujourd'hui donne des solutions sur toute la chaîne qui nous permettent de sortir de nos dépendances. Donc ayons confiance en nous. Je crois que c'est ça le plus important dans la conversation actuelle. Barbara, vous voulez peut-être compléter? J'ai une question pour vous. Oui, alors déjà, je ne commenterai pas le foot en tant qu'Italienne, hein, parce que j'ai rien à vous dire, mais malheureusement. Mais ce que je peux commenter, c'est que je pense qu'en tant qu'Italienne, hein, et génération Erasmus, je suis tout à fait d'accord. En fait, pour moi, la question, c'est l'autonomie ouverte. Et pour moi, la question, c'est toujours une question de résilience. Quels sont les acteurs qui vont investir pour construire un système qui marche et qui vont protéger le consommateur final? C'est ça la seule question pour moi importante d'un point de vue de business. Et toute la géopolitique, c'est à côté, parce que le seul but ultime, c'est qui va faire quoi pour l'écosystème. Arnaud, vous allez probablement réagir à ce point, mais une question complémentaire. On parle de confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les discours du moment qui disent finalement que l'intelligence artificielle va régler toutes nos questions de productivité, par exemple, de ROI? Ça y est, nos entreprises iraient mieux parce que on aurait remplacé tout un tas de gens, parce que l'IA serait installée. Il y a ce débat quand même aujourd'hui dans les entreprises qui à la fois enthousiasme et inquiète globalement. Où vous vous positionnez? J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet quand même. Est-ce qu'on est certain que ça va assurer la productivité, que ça réglera tous les problèmes de business? La réponse est dans la question, parce qu'en fait la réponse est non. Oui, et pourquoi? Donc je pense que tout le monde beaucoup défendent le contraire. Oui, mais bon, à un moment donné, il faut beaucoup parler, puis après il y a la vraie vie. Je vous rappelle qu'il y a 18 mois, quand on a commencé à beaucoup parler de ces questions d'IA, on se posait la question de savoir si les modèles allaient fonctionner, choses comme ça, on était sur la tech. Aujourd'hui, nous, on publie une étude qu'on a faite avec Opinionway sur 800 dirigeants ce soir. La réalité, c'est que ces dirigeants, aujourd'hui, ils ont déjà tous admis que, c'est un sujet à 93%, mais pour que la grande majorité d'entre eux, aujourd'hui, c'est un problème de transformation et plus un problème de technologie. Donc, est-ce que ça va tout répondre en productivité? Certainement pas. Et je vais juste rebondir sur cette question de la confiance. Moi, je passe beaucoup de temps dans les entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a la société et les clients de chacun d'entre nous, et puis il y a les entreprises. Et moi, je pense que cette question de se faire confiance, moi, mon conseil, ça va être de faire confiance aux salariés. D'accord? Parce que la réalité, c'est que les salariés, eux, ils savent comment l'IA va les aider à mieux faire. Par contre, à partir du moment où le discours ambiant consiste à leur dire qu'on va faire de la productivité, que la productivité va se faire à contre de l'emploi et qu'on génère des peurs sur ces sujets-là, là, pour le coup, il n'y a à peu près aucune chance d'y arriver. Donc, moi, je pense que, est-ce qu'il y aura de la productivité sur un certain nombre de jobs? Oui. Je pense que Yann a toutes les statistiques qu'il faut pour ne pas être angélique là-dessus et considérer qu'il y a un certain nombre de monde qui peut bouger. Le développement informatique est certainement le premier touché aujourd'hui. Je pense que le monde des call centers est un monde qui va être fortement chahuté. Voilà, c'est de l'ordre de 1 métier sur 8 à hauteur de 40 à 50% de chacun des métiers. Ce n'est pas l'emploi en général.
Et donc, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas croire à ces discours-là. Le vrai impact de l'IA, on l'aura parce qu'on se fait confiance, parce qu'on a confiance en nous, qu'on a confiance qu'on a les atouts et qu'on va trouver ces modèles où l'IA sert l'entreprise dans son besoin de performance. Dans des pays qui ont cet enjeu de performance, considérons plutôt l'IA comme une opportunité qu'un atout, mais arrêtons de faire peur à tout le monde en pensant que c'est l'alpha et l'oméga de la productivité en entreprise. Ça, je pense que c'est une erreur crasse. Valerio, vous pensez aussi que c'est une erreur de penser que l'IA pourrait être simplement générateur de productivité? L'IA, en fait, certainement génère de la productivité, mais ça l'est fait d'une manière en fait, qui n'est pas nécessairement contradictoire avec ce discours sur l'emploi. Je vous donne un exemple. Je vous citais l'importance de piloter les assets physiques qui consomment de l'énergie. Si on voulait faire ça avec un être humain, les coûts pour configurer une télé, un lave-vaisselle, etc., à une plateforme, rendraient l'opération pas faisable. On ne pourrait pas le faire, on ne pourrait pas piloter cet instrument et cet asset. Et du coup, tout cet joli bénéfice ne viendrait pas. C'est grâce à des agents aujourd'hui, des agents IA, qui ne remplacent pas un être humain dans son entreprise, mais qui, informés et construits par des êtres humains, rendent possible des nouvelles utilisations et qui rendent possible, en fait, in fine, cette efficacité énergétique dont on a tant besoin dans tous les pays, pour toutes les bonnes causes de transformation, transition énergétique, etc., dont on a parlé. Mais quand vous regardez l'entreprise d'aujourd'hui, l'entreprise de demain, comment vous voyez cette transformation des entreprises par l'IA, via l'IA? Vous qui accompagnez de nombreuses entreprises, elle ressemble à quoi l'entreprise dans 10 ans, 20 ans, quand l'IA sera passée par là? Quand vous rêvez ou que vous cauchemardez? Pour moi, ce sera toujours en fait une entreprise très hybride dans ce mode-là. Il n'y aura pas que de l'IA qui a remplacé à 100% l'être humain. D'ailleurs, à tous ces cas d'usage critique nécessitent toujours systématiquement d'un être humain qui a à différents points de la chaîne un contrôle de ce qui est en train de se passer. Et on voit en fait différents types de processus en fait augmenter la pénétration des agents, mais toujours en fait en complémentarité des hommes et des femmes qui font partie de l'organisation et qui doivent être les moteurs, comme disait Arnaud. En fait, c'est ce que j'ai passé 20 ans dans le conseil comme Arnaud précédemment. En fait, on ne voit pas un mode dans lequel on peut imposer ça aux salariés. On commence par quel est l'enjeu business, en écoutant, en engageant les hommes et les femmes dans les organisations pour trouver les agents qui vont résoudre cela et jamais imposer quelque chose et le remplacer. Sinon, en fait, l'effet serait catastrophique et de zéro adoption. François Robinet, on entend ce que dit Valerio, et à la fois on ne peut pas écarter des réalités, des pans entiers de l'économie française, mondiale, sont en train quand même de s'effriter, de se fissurer parce que l'IA n'est pas régulée. Remet en question des méthodes et des business. Donc ça, c'est quand même la réalité. Est-ce que ça veut dire que demain, là encore, on a toute une part de l'économie qui pourrait disparaître ? Oui, alors que l'économie va être transformée indubitablement. Je pense que le point de se faire confiance, il est réel, mais il faut vraiment se faire confiance et faire confiance aux capacités des sociétés de s'adapter et d'évoluer. Je reprends mon exemple d'Internet. Internet a transformé énormément de choses, mais globalement, les sociétés ont évolué, de nouveaux métiers ont été inventés, de nouvelles façons de fonctionner ont été inventées, et finalement, on peut dire que globalement, cette transformation de la société, elle a été positive. Par contre, c'est clair que les transformations, elles ont été réelles. L'exemple de Mastercard, là, alors là, c'est plutôt un nouveau service aux clients, hein, j'ai l'impression, mais ça nécessite, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les entreprises qui ont un effet ROI réel, c'est celle, parce que donner ChatGPT à tous ses employés, c'est bien, c'est très utile, ça permet, ou Claude ou un autre, hein, ça permet de comprendre ce qu'elle y a, de se l'approprier. Finalement, ça ne transforme pas vraiment les entreprises. On fera peut-être une présentation marketing de manière un peu plus efficace, ça ne transforme pas en profondeur l'entreprise. Les entreprises qui se transforment vite et bien avec l'IA, c'est celles qui repensent leur processus
en intégrant l'IA de façon native, qui repensent la gestion de leurs données en intégrant complètement ces données, en ayant des infrastructures incluant des sujets de cyber de manière complètement native. C'est des gros projets de change management. Et je vais vous donner un exemple pour montrer comment il ne faut pas être naïf et il faut faire confiance pour inventer d'autres choses. Je visitais une start-up, je ne vais pas dire laquelle, ce n'est pas en France, qui avait signé un contrat pour un grand constructeur automobile qui n'est pas français non plus. C'est une start-up qui fait de la robotique. Le cas d'usage, ça consistait à faire mettre aux employés de cette grande entreprise un gant, et pendant qu'ils faisaient leur tâche d'assemblage, eh bien, le gant captait les mouvements et apprenait les mouvements. Et à l'autre bout de la chaîne, tout ça a été transmis à un serveur. Et à l'autre bout de la chaîne, une IA apprenait exactement le mouvement et un bras de robot, et on le voyait progresser en quelques semaines, arrivait à faire exactement la même chose. Ça veut dire que dans 2 ans, ce que font ces employés, enfin ces ouvriers, sera fait par le bras du robot qu'on a vu. Et c'est, je ne sais pas s'il leur faisait confiance ou pas, mais le robot a appris avec les gens qui faisaient ce mouvement. Je pense que ça illustre bien quand même le défi qui va arriver assez rapidement dans beaucoup d'entreprises. Et effectivement, il va y avoir des pans importants d'entreprises qui vont être disruptés. Et il faut faire confiance pour inventer autre chose. François, je suis très déçue parce que je ne vous ai pas du tout convaincu dans mon idée de se faire confiance à nous-mêmes, puisque les 2 seuls exemples que vous nous avez cités ne sont pas des entreprises européennes. Les 2 sont européennes. Non, vous avez cité tout à l'heure ChatGPT et Claude, pour parler d'équiper les entreprises. Allez, on va passer aux questions de la salle. Si vous le voulez bien, il nous reste 10 petites minutes. Je vous ai vu. Est-ce qu'un micro est par là? Oui, j'avais une question ici. S'il vous plaît, question très très courte. Il nous reste 8 minutes et je voudrais vraiment qu'on puisse répondre à ça. Allez-y, question courte, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour la dame de Mastercard. Elle est là, Barbara. Je suis une consommatrice lambda de Mastercard. Et il y a 1 an, le gouvernement américain a mis des sanctions sur des juges internationaux qui ont été privés de leurs moyens de paiement, y compris Mastercard. Donc comment, en tant que consommatrice lambda, je peux avoir confiance dans une entreprise qui répond aux intérêts d'une puissance étrangère? Merci. Merci pour la question. Barbara, allez-y. C'est une très bonne question. Alors déjà, il faut juste rappeler que tout le monde de la finance est soumis à des règles. Et donc, Mastercard ne fait pas exception, comme des autres entreprises. Et nous sommes dans 210 pays, nous respectons les règles dans chaque pays. Et si une sanction arrive, c'est une question politique sous laquelle Mastercard et des autres entreprises, d'ailleurs, la banque émettrice aussi du moyen de paiement, doit s'y tenir. Donc c'est une situation pénible, mais c'est en fait le respect des lois qui se doit dans un système qui est réglementé. Merci pour votre réponse. Madame, vous avez une question par ici, allez-y. Oui, tout à fait. Merci pour vos différentes prises de parole. Petite parenthèse juste sur les 2 climatiseurs que je vois dans les différents amphithéâtres. En tant qu'ancienne directrice développement durable, ça me dérange fortement de me dire que dans le contexte actuel et dans l'enjeu et la thématique qu'on porte, de voir encore ce type de dispositif-là, mais je pense que certains dans la salle le partagent également. Ma question aujourd'hui, elle va concerner en fait la notion de culture. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. On a beaucoup parlé justement de transformation, mais pour moi en fait aujourd'hui un biais humain qui n'est pas traité, demain en fait c'est un agent IA qui va industrialiser finalement ce biais-là. Donc j'aimerais savoir concrètement, est-ce que vous avez des cas d'usage ou des exemples qui montrent que la culture aujourd'hui, au-delà de l'aspect humain, est bien pris en compte dans la notion d'adoption de l'IA? Merci. Arnaud, vous voulez répondre? La culture, on a passé des années à penser que c'était quelque chose qu'on subissait une fois qu'on avait traité tout le reste. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on sait travailler sur la culture et que d'ailleurs au sein de CARE, on passe pas mal de temps sur ce sujet-là. Mais il faut se rappeler que dans la culture, il y a les aspects soft et il y a les aspects hard. Et je reprendrai ce que François vient de dire. La première chose, c'est que si on veut que la culture bouge, il faut que les modèles organisationnels bougent, il faut que les process bougent. Et si on veut intégrer l'IA à ces choses-là, il faut penser ces organisations et process avec des aspects technologiques et IA natifs et pas essayer de coller une dimension IA à des pratiques existantes.
Et je pense que là, on peut faire confiance aux uns aux autres dans leur capacité à s'adapter. Simplement, la réalité du moment, c'est qu'ils voient cette injonction paradoxale qui consiste à optimiser des choses sur des processus qui n'ont pas été pensés du point de vue de cette technologie, du point de vue de cet apport de l'IA, et on leur demande de rajouter des couches et automatiser des choses qui sont en soi non performantes. Ça paraît un détail, mais malheureusement, dans 80% des entreprises dans lesquelles on a l'occasion de travailler, et c'est un peu moins vrai sur les grandes entreprises, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de PME et de TI qui font le tissu économique français, le niveau en matière de data est notablement insuffisant pour imaginer tirer les bénéfices que l'on souhaite avoir vis-à-vis de l'IA. Donc la question de la culture, elle va bouger. On est capable de la faire bouger. Je travaille dans les métiers de la création, par exemple, et aujourd'hui, on voit comment ces métiers-là peuvent s'approprier cette idée dans la manière de travailler de l'IA. Par contre, la défiance vient du fait qu'on demande de faire de l'IA sur la base de processus qui sont obsolètes, sur la base d'organisations qui sont absolument inadaptées à ces nouvelles réalités, et c'est là-dessus qu'il faut repartir. Je termine juste sur une illustration, pour être clair. Dans une grande boîte de consommation de spiritueux, d'accord, la patronne de la transformation a dit on a fait retour au basique et on est revenu sur la refonte des process, sur la refonte des systèmes. On a retrouvé notre sacro-saint SAP, d'accord, pour imaginer un jour être capable de faire de l'IA à partir de ça. Sur ce qu'ils avaient à disposition au moment où la question de l'IA a été posée, ils ont pris conscience que ce n'était pas possible et qu'ils demandaient un changement culturel à leurs salariés qui était aberrant, d'accord, parce qu'encore une fois, essayant de coller une verrue sur un fondement qui n'était pas construit à l'aune de ce que l'IA permettrait de faire. Merci. Voilà, je pense que c'est ce double aspect de la culture qu'il faut imaginer. Merci beaucoup. J'ai une question ici, question courte, il nous reste quelques minutes. Allez-y, monsieur. L'IA est une technologie. Il est difficile de ne pas évoquer la propriété. Or, cette propriété est de plus en plus concentrée dans les mains de dirigeants ivres d'eux-mêmes, et le pouvoir démesuré qu'elle confère nous inquiète et menace la démocratie. Est-il encore possible de réguler l'IA? Merci. Question peut-être. Clara, c'est pour vous. Merci pour cette question. Oui, je pense que c'est un des enjeux fondamentaux quand je parlais de confiance et de puissance, c'est qu'on voit effectivement un nombre limité d'entreprises capter non seulement une énorme part de la valeur économique de l'IA, mais en effet derrière ça un enjeu de puissance fondamentale. Donc la réponse, bien sûr, c'est ce qu'on fait en Europe. Oui, l'Europe, c'est fragmenté, c'est 27 pays. Le président de la République a fait ce discours à Davos qui est resté célèbre, qui parlait d'une Europe parfois un peu lente, parfois. Mais il y a un atout européen, c'est que nous sommes 450 millions d'Européens, et donc ça nous donne une force, une puissance pour dire voilà les règles avec lesquelles on opère sur ce marché. Peu importe que vous soyez une entreprise valorisée je ne sais combien de milliards. Et cette réglementation, elle est aujourd'hui mise en œuvre sur les réseaux sociaux notamment, elle sera mise en œuvre sur l'IA. C'est les règles communes de comment nous voulons vivre ensemble et qui disent voilà nos valeurs européennes. Et de la même façon que quand vous importez une voiture, disons japonaise, en Europe ou en tout cas en France, elle doit avoir le volant du bon côté, les bonnes normes de sécurité. C'est de la même chose avec la technologie. Mais, et je reviens à la question de tout à l'heure sur le juge et les sanctions et la question sur Mastercard. Au fond, qu'est-ce qu'il est arrivé à ce monsieur? Il s'est retrouvé avec le bon vieux carte bleue. Peut-être vous avez encore une carte bleue pour certains d'entre vous. Et quand on se rend compte de ça, avec un exemple extrême, qui est celui du juge, je crois que ça doit nous ramener à cette histoire de confiance et de puissance dont je parlais tout à l'heure. La meilleure façon de ne pas tomber aux mains de ces grosses puissances que sont les entreprises, que sont les États qui accueillent ces entreprises, c'est d'avoir nos propres solutions. Et cette question de la dépendance, de l'autonomie stratégique dans le numérique, elle est fondamentale, puisque l'on voit bien aujourd'hui, et l'exemple du juge est extrêmement puissant, que coupé de ces outils faits ailleurs, par des juridictions ailleurs, on est finalement aux mains de quelque chose qui nous dépasse. Et donc, toute la question de l'innovation, du soutien à l'innovation que porte la France depuis 10 ans, c'est pas pour faire des start-up parce que c'est sympa et que ça permet à plein d'entrepreneurs ici d'être là et d'avoir des choses à dire. C'est pas parce que ça permet à François d'investir. C'est parce qu'au fond, derrière l'innovation, il n'y a qu'une seule question, c'est notre capacité à décider pour nous-mêmes, à avoir nos propres outils technologiques. Et donc, on peut mettre toutes les règles du jeu qu'on veut.
Mais dans un monde de puissants, il faut avant tout être puissant. Et être puissant, c'est avoir nos acteurs. Merci beaucoup. Vous voulez juste répondre, Barbara 10 secondes et une conclusion avec Yann. Je pense qu'ici, personne ne dit qu'il ne faut pas que l'Europe soit forte et résiliente. Nous sommes encore une fois les premiers. Je ne veux pas vous dérouler tous les investissements. Je pense que le problème, c'est le choix. Dans le jour, j'avais le choix d'avoir aussi un scheme domestique, chose que nous n'avons déjà jamais niée. Le choix du consommateur, c'est important. Et d'ailleurs, vous avez des autres moyens de paiement. Donc, l'important, c'est que le moyen de paiement que vous avez, n'importe lequel, vous fonctionne, vous protège, d'accord, et protège vos données. C'est la seule chose qui intéresse Mastercard. Yann, merci, mesdames, messieurs. Yann, un petit mot de conclusion. Vous avez une petite minute. Alors, juste une petite minute, déjà pour remercier vraiment l'ensemble des panélistes qui ont donné des chemins d'espoir. Si je retiens deux grandes lignes de force, la première, c'est de dire de toute façon, cette transformation ne pourra pas se faire sans les salariés. Elle ne pourra pas se faire sans notre jeunesse également. Et de toute façon, on le mesure déjà très bien en économie, ce qu'on appelle la productivité grise. On ne veut pas être remplacé dans certaines tâches professionnelles par l'IA et les salariés eux-mêmes ne l'utilisent pas lorsque ça questionne directement leur identité professionnelle. Donc on a besoin de les engager. Le deuxième grand message d'espoir que vous donnez, c'est aussi celui que ça ne dépend que de nos propres choix, de souveraineté. Et beaucoup d'entreprises elles-mêmes ne se mettent pas complètement dans les mains de certains conglomérats étrangers pour une simple et bonne raison, c'est qu'au prix du token actuel, c'est peut-être très rentable de pouvoir installer partout ChatGPT ou autre. Mais quand ils viennent vous voir en vous disant maintenant le prix du token a été multiplié par 10 puisque vous êtes prisonnier, là ça change quand même la donne. Donc il faut être souverain, il faut récupérer effectivement notre souveraineté française et européenne. Et j'espère juste, pour revenir sur l'anecdote de début sur Eric Schmidt qui se faisait huer, qu'à l'issue de ce discours des panélistes, vous allez plutôt applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Grand bravo à tous. Et merci à toutes et à tous.